Dans cette vidéo, nous commençons le cours de conversion de puissance, cours dans lequel nous allons être amenés à étudier des moteurs électriques, des transformateurs, des aimants permanents, tout un ensemble de systèmes qui seront constitués d'un certain type de matériaux, notamment qu'on appelle les matériaux ferromagnétiques. Alors matériaux ferromagnétiques, ce seront un ensemble de matériaux qui partageront les mêmes propriétés magnétiques que le fer. Alors nous allons apprendre à connaître ces matériaux et notamment nous allons les décrire à l'échelle locale mésoscopique en introduisant la notion de vecteur aimantation, de courant lié d'aimantation, et nous allons voir comment écrire les équations de Maxwell dans de tels matériaux. Ensuite, nous verrons qu'ils peuvent être décrits par un cycle d'hystérésis, que nous étudierons, et verrons en fonction du fait qu'ils soient des ferromagnétiques doux ou durs, quelles utilisations et applications on peut en faire, et notamment en conversion de puissance. Donc c'est un premier cours de physique de ces matériaux, que nous commençons par une description locale. Alors, nous nous intéressons à des matériaux ferromagnétiques, comme des aimants permanents, comme ici représentés. Alors, considérons un point M du matériau, et regardons-le à l'échelle locale, c'est-à-dire que nous considérons une particule cubique, ici, de volume d'étau du matériau, qui est constitué d'un grand nombre d'atomes. Alors, on admet, et nous verrons tout à l'heure une justification, que chaque atome, ici représenté en rouge, se comporte comme un aimant. Et alors, nous savons qu'un aimant peut être représenté par un petit vecteur M qui caractérise un aimant, donc ici M, qu'on va écrire M atome, chaque atome étant un petit aimant, dans une direction a priori que nous ne connaissons pas. Alors on pourrait étudier plus en détail et voir qu'ils se regroupent par domaine, mais ce n'est pas la question. Et considérons donc qu'au sein de la particule de volume d'étau, il y a beaucoup d'atomes, et chacun correspond à un aimant. Donc la particule de volume d'étau possède finalement un moment magnétique total M, qui est la somme des M de chaque atome. Donc ça, finalement, c'est le moment magnétique global du petit volume d'étau. Alors, en fait, pour être rigoureux, ce volume est infinitésimal, et donc le moment magnétique associé sera lui-même infinitésimal, delta M, hein, que je repasse ici en noir, et donc nous allons l'écrire delta M, le moment magnétique total à l'échelle mésoscopique. Ce moment magnétique est proportionnel à d taux. Si on prend d taux 2 fois plus grand, et bien delta M sera 2 fois plus grand, et donc le coefficient de proportionnalité entre le volume de la particule et delta M est appelé le champ d'aimantation, vecteur grand M, au niveau du point M considéré. Donc on appelle vecteur aimantation au niveau du point M, M comme vecteur aimantation au niveau du point M, la grandeur, moment magnétique à l'échelle locale, sur volume d'étau de la particule considérée. Alors nous allons étudier très rapidement quelle est l'origine de ce moment magnétique et de ce vecteur aimantation, mais avant cela, quelques petites applications. Tout d'abord, quelle est l'unité de l'aimantation M? Alors, nous venons de voir que M, c'est le moment magnétique d'une particule de fluide sur son volume. Or, on sait que pour une spire, parcourue par un courant I et de surface S, nous avons un moment magnétique M, qui est de la forme IS fois le vecteur normal N à la spire, orienté par la règle de la main droite. Ce qui nous permet de voir que M étant ampère mètre carré. Deuxièmement, d taux, c'est un volume, étant mètre cube, et donc on en déduit que la norme du vecteur aimantation étant ampère mètre carré sur mètre cube, autrement dit ampère
par mètre. Alors, que signifierait un exemple de point M où l'aimantation est nulle? Eh bien, si on a un point M, ici, où le vecteur aimantation M est égal au vecteur nul, eh bien ça veut dire que le moment magnétique total au niveau de la particule de volume des taux est égal à 0. Ce qui signifie qu'en fait, les directions des différents aimants sont aléatoires, de telle sorte qu'au total, leur somme est nulle par compensation mutuelle. Si maintenant l'aimantation est non nulle, cela signifie qu'au niveau du point M, eh bien, la somme des aimantations des aimants associés à chaque atome ne se compense pas. Alors par exemple, on pourrait avoir ce cas où les aimants de chaque atome sont orientés vers la droite, les moments magnétiques de chaque atome sont augmentés vers la droite, et donc la somme des moments magnétiques de chaque atome est différente de 0, de telle sorte que delta M au total est différent de 0, et donc que l'aimantation totale est non nulle, et donc ici on aura une aimantation totale qui sera le vecteur M vers la droite, qu'on pourrait représenter comme cela. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre quelle est l'origine microscopique de l'aimantation des ferromagnétiques. Alors pour cela, nous référons à l'interprétation d'Ampère, qui a eu une intuition géniale. Il s'est rendu compte que quand il s'intéressait à des spires de courant, parcourus par un courant électrique I, il observait des phénomènes qui étaient similaires à des phénomènes observés lorsqu'on travaillait avec des matériaux magnétiques. Et donc il s'est dit, eh bien c'est que dans ces matériaux magnétiques, il doit y avoir des petites spires de courant dans lesquelles du courant circule. C'est le modèle des boucles de courant à l'intérieur des matériaux. Alors, on ne savait pas à l'époque l'existence de l'électron, par exemple. Aujourd'hui, une interprétation classique, erronée, mais qui permet de visualiser les choses, c'est de se dire que ce courant, finalement, ce serait la circulation de l'électron autour du noyau, qui engendrerait un petit moment magnétique, ici, comme cela, identique au moment magnétique qui circule, qui est créé par une spire parcourue par du courant. Et donc, on voit apparaître deux types de courants. Les courants dans les circuits électriques, qui sont les courants libres, ce qu'on considère habituellement, et puis des courants qui apparaîtraient au sein des matériaux magnétiques, qu'on va appeler des courants liés, puisque ces électrons-là, qui seraient en trajectoire circulaire comme ça autour du noyau, seraient liés à chaque atome. Donc j'insiste bien sur le fait que c'est une représentation erronée, plutôt qualitative, qui nous permet de comprendre la notion de courant lié. Et donc, le courant électrique I peut donc se décomposer en des courants liés au sein des matériaux et des courants libres dans les circuits électriques. Et donc, nous connaissons dans les circuits électriques les courants libres, qu'on a toujours écrit J, et bien maintenant nous allons préciser J libre. Alors, dans un conducteur, par exemple, nous avions montré la loi d'Ohm locale, que ces courants libres étaient proportionnels au champ électrique par la conductivité électrique. Et bien, dans un matériau ferromagnétique, nous allons devoir définir les courants liés. Donc, nous définissons la densité volumique de courants liés. Et ils sont définis à partir du vecteur aimantation par J lié égale rotationnel du vecteur aimantation. Ce qui signifie finalement que si on a un vecteur aimantation M en un endroit, c'est qu'il y a du courant lié qui tourne autour. Encore une fois, une vision qualitative de cette formule. Donc il existe désormais des courants libres et des courants liés. J lié égale rotationnel de M. Alors nous allons voir pourquoi cela va nécessiter de redéfinir l'équation de Maxwell-Ampère. Alors, les courants liés ne sont pas très pratiques à manipuler dans les équations et dans les calculs, puisque, a priori, nous ne connaissons pas leur valeur. Le courant électrique libre qui circule dans les fils peut être mesuré à l'aide d'un ampère-mètre,
c'est quelque chose dont on a une bonne connaissance et qu'on peut évaluer. En revanche, les courants liés sont très peu pratiques, et donc on va essayer de modifier les équations de Maxwell pour les faire disparaître. Par exemple, reprenons l'équation de Maxwell-Ampère. Donc, rotationnel de B égale mu0j plus mu0 epsilon 0 d rond du champ électrique sur d rond t. Alors nous nous plaçons dans les RQS de telle sorte à pouvoir négliger ce terme, et donc rotationnel de B égale mu0j. Or, J est désormais constitué des courants libres, mais aussi des courants liés. Courants liés dont on ne sait pas grand-chose. Donc, hormis le fait que J lié peut être exprimé comme rotationnel de M. Alors, nous pouvons décider de diviser par mu0 et de faire passer rotationnel de M de l'autre côté du signe égal, et nous avons cette équation, J libre égale rotationnel de B moins rotationnel de M, le tout divisé par la perméabilité magnétique du vide mu0, et par la linéarité de l'opérateur rotationnel, nous arrivons à cette nouvelle expression, J libre égale rotationnel de... Je me suis trompé, le mu0 n'est que en dessous du rotationnel de B. J libre égale rotationnel de B sur mu0 moins M. Et bien cette grandeur qui apparaît, B sur mu0 moins M, nous allons l'appeler H, qui sera le vecteur d'excitation magnétique. Donc dans un milieu ferromagnétique, on appelle champ d'excitation magnétique le vecteur H égale B divisé par mu0 moins M. Et nous venons de démontrer que dans un matériau ferromagnétique, dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, l'équation de Maxwell-Ampère s'écrivait rotationnel de H égale J libre. Alors cette équation que nous avons démontrée juste au-dessus est très pratique puisqu'elle ne fait intervenir que les courants libres, ceux dont nous pouvons estimer la valeur facilement à l'aide de mesures. Alors récapitulons ce que nous venons de voir. Nous venons de voir que rotationnel de H égale J libre dans la RQS, et que rotationnel de B égale mu0j, ce que nous connaissions comme étant l'équation de Maxwell-Ampère dans la RQS. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que H est créé par les courants libres, ceux qui circulent dans les fils, et dans tout conducteur en fait électrique, alors que B est à la fois créé par les courants libres et les courants liés, ce qui fait que dans le cas de l'utilisation de matériaux ferromagnétiques, l'estimation de B est plus complexe que l'estimation de H. Donc nous commencerons par estimer H de manière générale, puisqu'il ne sera lié qu'aux courants que nous connaissons, ceux qui sont dans les conducteurs. Alors, c'est pourquoi nous allons devoir avoir un théorème d'Ampère, non plus pour le champ magnétique B, mais pour le champ d'excitation magnétique H, et que nous allons démontrer. Donc pourquoi le théorème d'Ampère habituel ne permet pas de déterminer B? Eh bien parce que le théorème d'Ampère usuel intégral sur un contour fermé de B scalaire dl égale mu0 I enlacé par le contour fait apparaître la somme de I libre enlacé plus I lié. Et l'estimation des courants liés est complexe. Donc nous préférons repartir de l'équation de Maxwell que nous venons de démontrer. Rotationnel de H égale J libre. Et considérons une surface de matériau orientée par un vecteur normal ds et associée à un contour orienté par le vecteur élémentaire dl. Et bien si nous intégrons le rotationnel de H sur la surface que nous venons de dessiner, donc nous intégrons à droite et à gauche, par le théorème de Stokes, ici nous tenons que l'intégrale du rotationnel de H sur la surface donne la circulation de H sur le contour orienté, qui est égale à,
Ici, on reconnaît l'expression d'un courant. Donc c'est le courant libre enlacé par le contour. C'est-à-dire le courant qui traversera la surface ici délimitée par le contour. Et bien cette formule, cette expression, c'est le théorème d'Ampère qu'on utilisera pour les milieux ferromagnétiques. Donc, dans un système impliquant des milieux ferromagnétiques, on privilégiera le théorème d'Ampère sous la forme intégrale sur un contour fermé de H scalaire dl est égal à I libre enlacé par ce contour. Donc ce théorème d'Ampère nous permettra de calculer H, et si ensuite nous voulons déterminer B, nous aurons besoin, d'après la relation qui lie H et B, du vecteur aimantation M. Alors comment avoir l'information du vecteur aimantation M à partir de H par exemple? Eh bien pour cela nous utiliserons un relevé expérimental qui s'appelle le cycle d'hystérésis et qui sera l'objet d'un tout prochain cours.